Le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée toujours à Pygame, qui nous permettra de faire des jeux vidéo en 2 dimensions sous Python. Mais contrairement aux vidéos précédentes, je crée ici une rupture, une révolution si vous voulez. Je vais changer la façon de programmer par rapport aux vidéos précédentes, je vais introduire l'orienté objet. Donc avant d'introduire l'orienté objet, et de voir ce que c'est que l'orienté objet, regardons les vidéos, enfin ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Donc les vidéos précédentes avaient pour but principal, vous comprenez maintenant, d'introduire les bases de Pygame. Je ne peux pas, donc si je reprends le programme qu'on avait précédemment, je ne peux pas vous montrer l'orienté objet et Pygame en même temps, donc deux notions assez compliquées à apprendre en même temps, si je n'ai pas les bases, c'est-à-dire que je ne sais pas afficher déjà une fenêtre à l'écran, je ne sais pas afficher des images dans cette fenêtre, je ne sais pas les faire bouger avec cette notion de rectangle qui est un peu particulière, je ne sais pas créer du texte, du son, etc. D'accord? Donc les vidéos précédentes avaient pour but principal de poser donc ces bases que sont Pygame. Et bien maintenant, on peut aller plus loin et introduire l'orienté objet. Alors, où est mon problème? Parce que actuellement, bon, là je suis bien parti pour faire mon jeu, et effectivement on peut continuer à faire le jeu de cette façon-ci. D'accord? À la façon, disons, c'est entre guillemets. Donc je peux continuer à créer ici dans mes Actors, je peux évidemment continuer à créer mes objets, d'accord? Et voilà, tout à fait. Donc ils seront globaux, évidemment, pour l'utiliser après, par rapport aux variables locales. Donc déjà, vous voyez, cette notion locale, globale, voilà, on en sait comment en langage un peu moderne. Aujourd'hui, on essaie d'éviter tout ça pour qu'il n'y ait pas trop de conflits quand on introduit des variables globales et locales. Donc voilà, déjà une petite notion déjà ici qui fait un moins moins. Je pourrais continuer bien sûr via mes fonctions action events de détecter l'action clavier. Donc quand je vais appuyer sur la flèche du haut, il faudra faire une petite fonction qui dit quand tu appuies sur la flèche du haut, le chip va monter. Et quand tu vas appuyer sur la flèche du bas, le chip va descendre, etc. Donc là, il faudra créer une fonction qui, avec l'action monter ou descendre via la flèche, fera bouger l'objet en conséquence. Évidemment, la fonction généraliste action update va elle-même appeler d'autres fonctions, comme on vient de le faire ici. Donc là, pour l'instant, on fait journal update égale update, pour vous savez, on avait voulu faire une détection entre l'eagle et le chip. Et là, je pourrais faire bouger le texte, tout simplement à l'écran, si je veux faire des animations de texte qui bougent. Je pourrais faire bouger les cœurs, etc. Donc, on va encore créer d'autres fonctions update pour chaque objet créé. D'accord? Donc, et à chaque fois, on va pouvoir voir si la collision se fait via l'action collide. Donc, chaque objet va rentrer en collision avec d'autres objets, et bien via avec ces fonctions là et d'autres fonctions qu'on va créer, on va pouvoir détecter la collision des objets. Donc si on poursuit encore un petit peu, et bien sûr, il faudra, pour que les objets apparaissent à l'écran, les blitter, et on se fera ça dans une fonction ActionRun. Donc on pourrait continuer comme ça à créer des objets, à créer des fonctions, etc. Et d'ailleurs, pour vous convaincre qu'on peut continuer à programmer de cette façon-là, Linux, il y a un système d'exploitation moderne, qui n'est pas ancien, et à 80% de son cœur de Linux est basé sur des fonctions C. Il n'y a pas de C++, il n'y a pas d'objet là-dedans. C'est du C pur et dur. Et ça marche nickel. Donc on pourrait tout à fait continuer. Mais voilà, on aimerait bien que les choses soient à leur place. C'est-à-dire que, par exemple, quand je prends mon chip, mon chip, il a des variables. Par exemple, sa variable, c'est son image, sa position, sa vitesse, son état, ses points de vie. Eh bien, on aimerait bien que ces variables-là soient dans une sorte de boîte. D'accord? En C, pour faire cette boîte, on fait une structure. Donc, une structure, c'est un objet, on ne peut pas l'appeler objet, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un type, disons, un type de variable particulière qui contient d'autres variables. Et dans cette boîte, on va y mettre quoi? Eh bien, l'image du chip, la position du chip, la vitesse du chip, etc. Et dans cette boîte-là, on mettra une étiquette chip. Et puis on fera une autre boîte à côté qui sera eagle, donc ennemi. Et on mettra une nouvelle image, sa position, sa vitesse, son état, etc. On mettra une boîte à côté qui s'appelle cœur. Et on mettra l'image du cœur, la vitesse du cœur si on veut qu'il descende, la position du cœur à l'écran, etc., etc. Et on créera même une boîte écran qui sera ensuite la taille de l'écran, etc. Donc vous avez compris le concept. Mais ces boîtes-là, ne contiennent pour l'instant que des variables. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aussi y mettre des fonctions. Et bien c'est là la notion d'objet. C'est de créer cette structure, cette boîte virtuelle qui a la structure, la rendre encore plus intelligente en y mettant et des variables, et des constantes évidemment, et des fonctions. Et bien c'est ça l'orienté objet. L'orienté objet, c'est un objet qui possède à la fois des variables, des constantes et des fonctions. Tout simplement.
Et il y a certains langages, comme le Java, comme le Python, où tout est objet. Quand vous manipulez une variable, en fait, vous ne créez pas une variable, vous créez un objet. Alors, c'est pas dit explicitement, mais c'est sous-entendu. Le C++, c'est une particularité, c'est qu'on peut continuer en C++ à programmer, comme on vous avait appris en C, ou bien en orienté objet, qu'apporte le C++. Le C++, c'est C with class, donc avec de l'objet. Donc vous voyez cet objet, donc cette structure intelligente, on va y mettre à la fois des fonctions et des variables. Mais cette notion de variable, on peut aller encore pousser encore plus loin cette notion. On peut dire, bah oui, mais dans cette boîte-là, je peux contenir d'autres boîtes. Et oui, dans une grosse boîte, je peux mettre des petites boîtes. Donc dans un objet, je peux avoir d'autres objets. Et indéfiniment d'autres objets pour contenir d'autres objets. Vous voyez, on sent déjà les poupées russes se mettre en place. Dans une poupée russe, je prends une poupée, je vois quoi dedans, une autre poupée, etc. Donc un objet peut contenir un autre objet qui peut contenir un autre objet. Bon, voilà. Donc une boîte peut contenir une boîte qui peut contenir une boîte. Donc déjà, une chose très intéressante. Chose qu'on avait moins déjà dans une structure en C. Donc là, un objet peut contenir d'autres objets. Très important. Et puis on peut autoriser des accès à certaines variables ou certaines fonctions. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc c'est un mot barbare, ça veut dire quoi? En gros, on autorise certaines variables à être accessibles de l'extérieur et d'autres non. Prenons un exemple. Vous avez le chip, il va y avoir des points de vie. Je ne peux pas changer les points de vie comme je veux. Je ne peux pas changer la variable point de vie de l'extérieur. Je pourrais mettre le point de vie, je pourrais mettre 5000 points de vie. Et là, je gagne tout le temps. Donc il y a certaines variables qu'on va interdire son accès ou autoriser son accès, et pareil pour les fonctions. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Alors, en Java et en C++, on a des mots réservés que sont private, donc privé, et public, public. Alors, sous Python, on n'a pas ce vocable-là. On n'a pas des private, on n'a pas des publics. On a une autre façon de faire. Je vous montrerai plus tard. D'accord? Bien. Donc, un objet, des fonctions, des variables, qui peuvent également contenir d'autres objets. On rend public, on rend privé certaines variables, certaines fonctions. Mais il y a une notion encore plus intelligente qui a été inventée, qui est l'héritage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet? En fait, un objet informatique, les inventeurs de ce concept-là, ils se sont tournés vers quoi? Vers ce qu'ils avaient autour d'eux, tout simplement. Autour de nous, même nous sommes des objets. Une bouteille d'eau, c'est un objet, l'ordinateur, c'est un objet, une maison, c'est un objet, un chargeur de téléphone portable, c'est un objet, un portable, c'est un objet, donc tout est objet. Et tout objet possède des constantes, sa couleur, sa forme, et des fonctions. À quoi ça sert une bouteille d'eau, un chargeur de téléphone. Donc il y a des fonctions, des variables. Eh bien, ils ont appliqué ce concept à l'informatique, tout simplement. Mais, prenons un exemple que j'aime bien. Prenons par exemple un architecte. Un architecte doit faire une maison. D'accord? Donc il va construire un plan. Logique. Donc il va faire un plan. Et bien sûr, à chaque maison, par rapport à un cahier des charges, il ne va pas rebâtir un nouveau plan. Il va dire, tiens, j'ai une maison qui ressemble un petit peu à celle-là, donc je vais prendre le plan de cette maison-là. Et ce plan, je vais le modifier, je vais le transformer, je vais l'hériter, entre guillemets, pour faire une nouvelle maison. Eh bien, en informatique, c'est un peu la même chose. On va partir d'objets, disons, template, de base, et on va transformer ces objets pour les rendre applicables à un cahier des charges donné. Eh bien, en programmation objet, c'est ce qu'on fait le plupart du temps, c'est qu'on part d'un objet de base, et cet objet de base, on va le changer, on va le transformer, on va l'hériter, pour qu'il ait, à partir de cet objet, avec ses propres fonctions et ses propres constantes et variables, on va augmenter le nombre de variables et de constantes, tout en gardant les variables d'origine, pour qu'il devienne plus intelligent, plus performant. D'accord? Donc c'est cette notion d'héritage qui va être importante. Et ça, on va l'utiliser à donf dans la suite du programme. Alors, évidemment, qui dit nouvelle structure de programmation dit nouveau projet. On ne peut pas continuer avec le fichier qu'on a actuellement. Donc, ce que je vous propose ici, donc toujours dans le tuto proj, mais évidemment, vous avez des gens très intelligents, vous n'allez pas faire tuto proj, vous allez faire votre jeu proj. Donc, toujours à côté de assets, là, on n'y touchera pas. Et toujours à côté de tuto PIC, qui était l'ancienne version, disons, version, entre guillemets, version C, procéduriale, on va créer maintenant un nouveau projet, un nouveau script plutôt, on va pas tout changer, juste un nouveau script qui s'appelle tuto programmé orienté objet, POO.py. Et on ne va pas on va pas réinventer la roue, évidemment, on va utiliser des bibliothèques, et entre autres Pygame, c'est une bibliothèque en objet. Donc Pygame propose déjà des objets, disons, de base, entre guillemets, il n'y a pas de base, mais disons des objets des templates, d'accord, en anglais, de base. Et moi, je me suis créé
volontairement une bibliothèque que j'ai appelée Game Engine. Alors évidemment, cette bibliothèque sera à votre disposition. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai l'adresse pour la télécharger. Donc vous la téléchargez, c'est un script Python tout simplement, d'accord, et vous le mettez à côté de vos scripts habituels. Alors vous voyez que Python, à l'exécution de mon tuto PO là, il va lui créer un GameEngine.pyc. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le mettre dès l'origine, il sera créé à la réalisation de la première fois que vous lancerez le programme, il va créer ce fichier là. Donc vous, ce que vous avez à mettre, c'est mon module Game Engine qui sera à dispo par rapport à Tuto. D'accord? Donc pour la prochaine fois, on va aller voir ce qui s'y passe dans cette Game Engine là, et voir comment on va utiliser les choses. Merci de votre écoute.